Madame, monsieur, bienvenue au 20h. Merci d'être avec nous à la une de l'actualité ce soir. Élection couplée du 30 septembre prochain, plus qu'une semaine, et ce sera le grand jour. Et dans les partis politiques, on affirme être déjà prêt, même si dans certaines formations politiques, l'argent manque encore à l'appel. Marafa Hamidou Yahya écrit pour la 7e fois, et alors que nous sommes en plein dans la campagne électorale en vue du scrutin couplé des législatives et des municipales, l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation s'adresse aux candidats et surtout aux électeurs, mais aussi il évoque les menaces qui pèsent sur l'après-Biya au Cameroun. Madame, monsieur, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un court instant. Du fond de sa cellule. Et nous allons donc commencer ce journal. Une fois encore, bonsoir. On vous le disait en titre, Marafa Hamidou Yahya écrit aux Camerounais dans sa 7e lettre. L'ex-ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation s'adresse aux électeurs et aux candidats en lice pour le scrutin couplé du 30 septembre prochain. L'ancien secrétaire général de la présidence de la République évoque aussi les menaces qui pèsent sur le Cameroun après Paul Biya. Yannick Bazoua. Du fond de sa cellule de la prison secondaire de Yaoundé au secrétariat d'État de la Défense, Marafa Hamidou Yahya, dans sa 7e livraison d'entrée de jeu, a relevé les dysfonctionnements qui peuvent justifier le manque d'engouement observé quant à la participation des électeurs au double scrutin du 30 septembre prochain. Pour Marafa Hamidou Yahya, sa responsabilité est d'émerger le pays en face des réalités qui l'attendent au cours des 5 prochaines années. Il s'agit de l'augmentation de la population, l'instabilité au niveau des frontières avec un risque croissant de déstabilisation intérieure et la préparation de l'après-Biya. Pour éviter ces chaos, l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation pense d'entrée de jeu qu'il est nécessaire pour le Cameroun de changer son modèle économique. Pour lui, le pays doit être gouverné et la nation doit retrouver son unité nationale. Ce qui voudrait dire pour Marafa Hamidou Yahya que le poste de Premier ministre devra être supprimé et donner plus de pouvoir au Parlement. En soulevant plus explicitement le problème de l'après-Biya, Marafa Hamidou Yahya pense que les conditions dans lesquelles le successeur de Paul Biya accédera à la magistrature suprême détermineront largement sa capacité à gouverner le Cameroun. Pour ce faire, afin de neutraliser le potentiel de violence et d'instabilité que porte l'échéance de 2018 et l'éventualité de la vacance subite, il faut que le Cameroun devienne une société de confiance. Ainsi, l'ex-secrétaire général à la présidence de la République propose un nouveau modèle économique pour engager le Cameroun sur le chemin de l'émergence. Et selon lui, cela n'est possible qu'après la fin du règne de Paul Biya. À la suite de cette publication de la 7e lettre de Marafa Hamidou Yahya, un politologue décrypte l'opportunité de la sortie de Marafa en cette période précise de campagne électorale. Stéphane Akowa est au micro de Jean-Paul Chouniat. En produisant cette lettre à ce moment-là de la campagne, des campagnes pour les législatives et les municipales, M. Marafa montre qu'il a pris la position d'un acteur politique, même s'il est embastillé et qu'il n'a pas la liberté des autres, mais il a fait là une déclaration politique et il s'est engagé politiquement parce que dans sa lettre, pour l'essentiel, à la fois il assume un certain nombre de propositions et surtout il développe l'idée qu'il se pourrait que dans la classe politique camerounaise, celles et ceux qui seraient partisans éventuellement d'une réforme au sein du RDPC et au-delà du RDPC pourraient se retrouver, en tout cas lui estime qu'il se reconnaît en ces candidatures-là. Donc finalement, M. Marafa décline un programme politique très ambitieux, audacieux, surtout que pour l'instant, étant donné sa situation judiciaire, rien ne laisse présager qu'il sera en mesure de mener les combats qu'il envisage. Mais il est intéressant qu'effectivement, lui au moins, a réussi à prendre une dimension réellement politique parce qu'il a inscrit ces élections, ces 2 rendez-vous électoraux, même s'ils ont lieu le même jour, dans une dynamique plus globale qui serait celle de la rénovation de notre vie politique et d'un changement de paradigme, ce qui est essentiel, il me semble. Et dans ce décryptage de Stéphane Akowa que vous venez d'ailleurs d'écouter, le politologue analyse également la perspective 2018 présentée par Marafa
Hamidou Yahya comme une année d'alternance à la tête de l'État du Cameroun. Une fois encore, Stéphane Akowa au micro de Jean-Paul Chouniat. Il a bien compris, il faudrait que les Camerounais le comprennent ainsi, que nos futurs députés et nos conseillers municipaux ont la responsabilité de conduire le Cameroun jusqu'en 2018 et d'amener le Cameroun dans un état tel qu'en 2018, soit nous soyons en mesure de demander à M. Biya d'être remplacé par quelqu'un d'autre, soit nous soyons satisfaits des bilans conjugués de ces différentes assemblées pour assurer une continuité au RDPC à son candidat. Voire aussi savoir qu'en 2018, on se rapproche de cette fameuse échéance de 2035, vécue, voulue comme étant le moment de l'émergence. Et il faudra bien que ces assemblées ne vivotent pas et soient en mesure d'impulser localement et nationalement les changements nécessaires pour que 2035 s'annonce sur de meilleurs auspices. Donc M. Marafa nous rappelle ce qui est essentiel, c'est que là se joue pour la République du Cameroun et notre démocratie un moment capital. Il faudrait que les électeurs l'écoutent sur ce point-là au moins. Sa piqûre de rappel n'est pas négligeable. Et on l'a dit, Marafa Hamidou Yahya a donc rendu public sa 7e correspondance alors que nous sommes en plein dans la campagne électorale. Et justement au sujet de cette campagne électorale, les partis politiques passent à la caisse. Le financement public est disponible, mais certaines formations politiques, notamment celles de l'opposition, dénoncent le flot qui entoure cette opération. D'autres n'hésitent d'ailleurs pas à critiquer la répartition de cet argent. Yannick Bazoua. C'est une grande parenthèse qui demeure autour de la question du financement des partis politiques. Si certaines formations reconnaissent déjà avoir reçu leur financement, d'autres continuent d'attendre. C'est le cas de l'Union démocratique du Cameroun. Nous n'avons pas encore reçu de l'argent promis par le MINAT. L'argent que nous attendons du MINAT n'est pas une faveur. C'est prévu par la réglementation en vigueur. Donc c'est tout à fait normal qu'ils puissent financer la campagne électorale. Nous disons que si c'est en voie de venir, nous attendons ça urgemment. Ici, on s'étonne par ailleurs d'apprendre que certains partis politiques ont déjà reçu leur financement. Nous le disons tout simplement parce que nous nous tenons compte de nos comptes bancaires. Si on nous avait signalé à la banque qu'il y avait des virements, on ne serait pas là. Nous attendons que ça soit signalé dans notre compte. Pour ceux qui ont déjà reçu leur premier compte, les plaintes résident à la modicité de la somme. Joint au téléphone, Alain Foguet, secrétaire adjoint chargé des finances au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et Olivier Billy, président de l'Union des forces progressistes, pensent que les sommes reçues ne représentent rien face aux dépenses qui les attendent. Quand on te donne 200 000 francs pour une commune, c'est pourquoi faire avec s'il faut te déplacer pour l'arrière-pays. Ira plus loin, Alain Foguet. Décidément, financement disponible ou pas, les cris restent les mêmes. Et même en attendant l'argent dans les caisses de ces formations politiques, on se prépare tout de même. Le scrutin couplé aura lieu le 30 septembre prochain. C'est dans une semaine exactement. Certains partis politiques affirment déjà être prêts pour cette échéance. Il s'agit notamment du SDF, de l'ANDP et de l'UDC, pour ne citer que ces quelques formations politiques qui affirment avoir déjà préparé leurs scrutateurs pour la cause. Flavien Valondongo. Nous reviendrons sur cet élément de Flavien Valondongo. Le temps peut-être d'indiquer, pour rester dans le sillage de ces élections législatives et municipales, qu'Élection Cameroun a tranché le débat. Il n'y aura qu'un seul président par bureau de vote. Toutefois, précise le Conseil électoral, les partis politiques doivent avoir 2 représentants dans chacun de ces bureaux de vote, soit l'un pour les élections législatives et l'autre pour les élections municipale. Et l'on reparlait à l'instant de ces partis politiques qui ont affûté d'ores et déjà leurs armes pour le double scrutin du 30 septembre prochain. Dans certaines formations politiques, on affirme être prêt à une semaine, jour pour jour, de ce grand jour. Le SDF, l'ANDP et l'UDC affirment avoir déjà formé les scrutateurs qui seront dans les bureaux de vote. Joël Essengue et Flavien Valondongo. Plus que quelques jours et nous serons rendus au 30 septembre 2013. Dans les états-majors de certains partis politiques parcourus dans la ville de Douala, tout semble fin prêt pour assurer le vote sans fraude. Pour le Vori-Centre, nous avons actuellement 800 personnes
que nous avons formés. Il est très important que ces scrutateurs, les 2 derniers jours, sachent leur rôle qu'ils ont à jouer, pas seulement de contrôler le vote, mais de déceler là où il y a tentative de fraude, avec des faux procès-verbaux, avec des bourrages des urnes. Cette grande mobilisation contre toute forme d'exaction lors du scrutin n'est pas faite qu'à l'UDC. Pour l'ANDP, pas de chance pour les fraudeurs. Des hommes ont été formés et d'autres le seront davantage. Les moyens sont à leur disposition et la première réunion de formation, c'est demain. Nous allons former une partie demain. Nous sommes en train de préférer mettre tous les moyens sur les scrutateurs et sur les contrôleurs qui vont assister les scrutateurs au bureau de vote pour qu'ils soient présents partout. Dans le SDF, des formations des scrutateurs sont effectuées au quotidien. Selon Elecam, il est désormais possible pour des formations politiques d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Nous avons été victimes de la fraude depuis plusieurs élections. Nos carrières ont subi de nombreux coups et aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts à nous soumettre uniquement à la justice pénale qui a fait preuve de mansuétude à l'égard des fraudeurs, il faut le dire. Nous voulons défendre notre vote sur place et sur le terrain et donc nous ne ferons aucun cadeau aux fraudeurs. Voilà ce que nous disons par rapport à la sécurisation du vote. C'est donc là l'une des préoccupations majeures des différentes formations politiques de l'opposition. Ne plus donner la possibilité aux fraudeurs de s'aimer le trouble lors du scrutin dans le but de favoriser un seul parti politique. Et nous reviendrons certainement sur les échos dans les partis politiques à une semaine du scrutin couplé tout à l'heure, juste après ce journal, dans le cadre de notre émission spéciale consacrée aux élections législatives et municipales. Parlons de toute autre chose à présent. Les ex-employés des sociétés d'État entre joie et grincement de dents. Le paiement annoncé par le ministre des Finances la semaine dernière est effectif, mais l'opération connaît des couacs, plusieurs noms ne figurant pas sur les listes affichées dans les banques. Hervé Sioué et Étienne Pascal Azegue. Cédant parfois de leurs doigts, ces employés des sociétés d'État recherchent leur nom sur les listes affichées dans l'une des banques sises à Loncac. Le verdict pour certains, après plusieurs coups d'œil sur le mur, est décevant. Je n'ai même pas de suite favorable, d'autant plus que le nom n'est même pas encore sur la liste. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On demande d'attendre. L'administration est ce qu'elle est. Moi, je suis du Mungo. Je sors de Loum. Je viens ici depuis le 9, passé 3 semaines comme ça. Ces personnes, pour la plupart du troisième âge, attendent toujours d'être servies. Ceux qui se trouvent dans cette situation d'attente disent tirer le diable par la queue. Je vis à la débrouillardise, d'autant plus que je ne suis pas résident ici. Ceux qui n'ont pas de domicile ici vivent dans les tentes là, comme vous voyez. Leur effectif sous les tentes a diminué, chose qui démontre que certains ont été servis et l'étaient même au moment où nous sommes arrivés sur les lieux. Leurs conditions ont connu également une légère amélioration. Il y a un peu d'eau, depuis la semaine passée, un peu de jus et c'est tout. Cette opération, qui relève du règlement de la dette intérieure de l'État camerounais, concerne les ex-employés des 48 sociétés liquidées ou restructurées. L'officier de police abattu à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine, à Toktoyo notamment, a été inhumé ce week-end à Buruku, son village natal. Félix Dalingando a été porté en terre alors que les autorités centrafricaines n'étaient pas présentes à ces obsèques qui ont ému plus d'une personne. Cyril Djemba et Jean-Paul Chouniat. Une atmosphère de tristesse doublée de fortes émotions pour ces centaines d'hommes et femmes venus accompagner à sa dernière demeure. L'officier de police Félix Ndalengando a abattu le 19 août dernier par des rebelles Séléka dans la ville de Toktoyo, à la frontière Cameroun-Centrafrique. La famille du disparu et tout le petit village de Mburuku sont sans voix, malgré le fort déploiement des autorités administratives et les frais d'armes venus rendre un dernier hommage à Félix Ndalengando. L'absence d'une délégation d'officiels centrafricains pourtant attendue à ses obsèques. Une absence qui aurait irrité la famille, selon des témoins présents à la cérémonie. Promu au grade de commissaire de police à titre exceptionnel et décoré chevalier de l'Ordre national de la valeur à titre posthume, Félix Ndalengando, 48 ans, entame ainsi son voyage pour l'éternité. En rappel des faits, le policier avait été criblé de balles à son domicile alors qu'il occupait les fonctions de chef de poste à la frontière Cameroun-Centrafrique.
Grogne à Koptamo, nous sommes là dans la région de l'Ouest. L'école publique de la localité est à l'abandon. Les parents d'élèves de cet établissement s'insurgent contre les conditions d'éducation de leurs enfants. En colère, ils ont d'ailleurs saisi l'autorité administrative, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Koptamo, Soufan Mama et Viviane Kamoa. Voici le visage qu'offre l'école publique Mbororo de Djingumbe. 2 hangars construits en matériaux provisoires font office de salle de classe. Toute chose qui n'empêche pas les 178 enfants inscrits dans cette école d'être attentifs. Le nombre qui vient après 1. On lève les doigts. Oui. 2. Tout le monde. Ouvert il y a 7 ans, cette école a connu fortunes diverses. Pourtant, les parents estiment que cet établissement reste une aubaine. Sans cette école, j'aurais eu peut-être des petits voleurs et macros bientôt. L'État a très bien fait de donner cette école. Il revenait donc à l'organisme de décentralisation d'avoir pitié d'eux. Ils affirment que le maire de Koptamo est resté sourd à leurs appels jusqu'ici. Las d'attente, les parents d'élèves ont saisi le sous-préfet. J'ai eu le numéro de téléphone avec peine de cette femme. Je l'ai appelée 2 ou 3 fois, elle m'a dit qu'elle venait. Elle n'est jamais venue. Moi, je suis allé à Bafoussam. Le numéro de téléphone ne peut pas vous. Je suis allé à la mairie, je n'ai pas eu de suite. Le programme national de développement participatif va finalement débloquer 10 millions de francs CFA pour la construction d'un bâtiment. Quelques briques vont être fabriquées puis laissées à l'abandon. Les parents espèrent qu'en cette période électorale, les futures autorités municipales voleront à leur secours. Et une autre école qui n'a rien à voir ou bien rien de commun avec celle que vous venez de voir, c'est l'école publique de Galbidje 1 dans la région du Nord. Le ministre de l'Éducation de base s'y est rendu. Youssouf Adjali m'y a remis du matériel didactique ainsi qu'elle a inauguré un centre multimédia. Serge Anoto. Lundi 23 septembre 2013 était quartier libre pour les élèves de l'école publique d'application de Ouro Galbidje 1. Ils sont néanmoins venus aussi assister à cette cérémonie dont ils ne semblent pas comprendre grand-chose. Ils veulent en même temps savoir ce qui justifie la présence chez eux de ce parterre impressionnant de personnalités. 3 semaines après la rentrée scolaire et 8 jours avant le double scrutin du 30 septembre. Nous venons de procéder à l'inauguration des salles de classe réhabilitées et équipées, ainsi qu'à la remise d'un don de matériel didactique aux écoles qui ont été retenues dans le cadre du projet PACEP, qui est financé par la Banque islamique de développement. Heureusement, le fruit de cette coopération, le voici. Des salles de classe entièrement rénovées, un logement d'astreinte pour directeur, du matériel didactique et enfin une salle multimédia pour la vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, avec des appareils à la pointe de la technologie infantile. Démonstration. Tournez avec moi. Tournez vos ordinateurs. C'est pas la force, ça tourne. Monsieur le directeur, est-ce que vous pouvez rassurer par rapport à l'utilisation? Justement, parce que ça nous interpelle. Nous sommes vraiment satisfaits et nous nous engageons à vraiment utiliser ce matériel à de bons effets. Utilisation à bon escient. Cela se vérifie avec les autres bâtiments tout à côté. Œuvre cette fois de la coopération nippo-camerounaise. Alors, l'école publique d'application de Ouro Galbidje 1, ce sont les autres qui la font. Où est passé l'État du Cameroun? L'État à lui seul ne peut pas arriver, n'est-ce pas, à satisfaire tous les besoins. C'est donc tout naturellement que l'État se retourne vers ses partenaires techniques et financiers, vers le secteur privé également, pour développer un partenariat qui se veut actif et durable. Ce projet pilote concerne plusieurs autres établissements de la Benue. Le Kenya est en proie aux explosions depuis ce matin. Des tirs ont été entendus dans un centre commercial à Nairobi, la capitale. Le dernier bilan fait état de plus de 70 morts et plus de 200 blessés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Eh bien, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette édition de Journal Circulant Télévision. Madame, nous disons infiniment merci d'avoir été en notre compagnie. Juste après, ce sera l'émission spéciale consacrée aux élections législatives et municipales. À demain 20h.